Bonjour, donc bienvenue dans ce cours qui va être le jour 1 de l'examen de certification encore pour le CCNP Enterprise. Voilà. Donc c'est le premier jour. Alors déjà quelques recommandations. Premièrement, c'est important que vous regardiez les vidéos de la playlist CCNA. S'il y a des sujets qui vous paraissent pas très clairs, il vaut mieux reprendre le CCNA de manière, il y a la playlist sur la chaîne, de manière à ce que vous soyez vraiment pleinement opérationnel, parce que le CCNP s'appuie vraiment sur les connaissances que vous avez acquises au CCNA. Je fais un tri dans le cours, de manière à ne pas avoir à répéter ce qui a déjà été appris lors du CCNA. Normalement, dans ces cours CCNP, vous avez cet aspect un peu de révision. Moi, je ne veux pas le faire. Je considère que le CCNA, ils doivent être appris et maîtrisés pleinement. Donc ça, c'est vraiment important. Sinon, on va commencer donc comme on avait fait pour le CCNA, puisque apparemment ça s'était très bien passé. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est la théorie. Aujourd'hui c'est le jour 1, donc on va commencer à faire de la théorie du jour 1. Et le sujet, ça va être tout ce qu'on appelle le switching. Le switching, en français, c'est la commutation. Alors c'est important de bien maîtriser le vocabulaire anglophone en tout cas, parce que c'est celui que vous allez avoir lors de l'examen. Donc on utilisera soit commutation, soit switching, de manière complètement... on peut vraiment les intervertir. Et pour commencer, on peut déjà dire que on a plusieurs types de switching. Par exemple, on va avoir le process switching, qui va être fait généralement par le CPU, c'est-à-dire le microprocesseur. Entre parenthèses d'ailleurs, c'est bien si vous avez étudié l'architecture des ordinateurs pour voir tout ce qui compose un ordinateur. Un routeur, un switch, un firewall, c'est un ordinateur avec un programme et des interfaces particulières. Bon, il y a aussi des éléments matériels qui sont aussi un peu particuliers. Voilà. Donc process switching, vous avez le fast switching. Donc le fast switching qui va être pris en charge par des éléments éventuellement matériels, donc par le hardware. Et donc c'est ce qu'on va commencer par voir. Donc aujourd'hui on va voir la partie, déjà pour commencer, le L2 forwarding. Ça veut dire le relayage des trames. Quand on est L2, ce sont les trames, en anglais les frames. L'idée aussi, c'est que une fois que vous avez étudié le cours, donc la partie théorique, c'est aussi que vous puissiez lire le bouquin correspondant en anglais de chez Cisco, et donc c'est important de bien maîtriser cet aspect-là. Donc L2 forwarding, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple, vous avez la trame Ethernet avec une adresse MAC de destination, une source. Bon, je ne les mets pas nécessairement dans le bon ordre, mais ça, c'est pas très grave. L'adresse MAC de destination, en fait, elle va servir à aller regarder dans une table. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est égal? C'est-à-dire que, est-ce que l'adresse de MAC de destination, est-ce qu'elle correspond exactement ici à ce qu'on a dans la table? Si oui, à ce moment-là, on forward la trame par l'interface qui va bien, TH0 par exemple. Sinon, il faut passer à l'adresse suivante, etc., jusqu'à la fin de la table. Et sinon, on peut pas forwarder.
D'autre part, quand il y a ce process de forwarding de trame, eh bien, il n'y a pas de changement à la trame. C'est-à-dire que la trame, elle rentre dans le switch, que je représente comme ça, et elle sort de la même manière avec exactement les mêmes informations. Il n'y a pas de modification sur la trame. Alors, cette opération de L2 forwarding, en fait, c'est plutôt une opération qui est facile. Elle est facile et elle est rapide. Il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre, il n'y a pas beaucoup de traitements à effectuer. Donc généralement, ça va être effectué par ce qu'on appelle un ASIC en relation avec la mémoire qu'on appelle CAM Memory. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire ASIC? Ça veut dire Application Specific Integrated Circuit. Voilà. Donc en fait, c'est un circuit intégré avec les pattes là, mais qui est spécialement destiné à une opération. C'est pas, il y a différents types de circuits intégrés. Par exemple, vous avez comme circuit intégré dont vous connaissez déjà le nom, hein, vous avez, bon, je représente avec des pattes en dessous, vous avez le CPU, ou vous avez aussi la RAM qui est dans vos PC, la mémoire. Donc ça, ce sont des circuits généralistes en fait, alors que l'ASIC, il a un rôle bien particulier. La CAM, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire content, c'est ce qu'on a vu, addressable. Je suis désolé pour l'accent, c'est tôt le matin et je suis pas dans un environnement anglophone, donc ça arrange pas les choses. Memory, ok. Content addressable memory. On voit bien que là, on recherche une information de par son contenu, hein, c'est-à-dire que on a une adresse de destination MAC en entrée et on va rechercher cette même adresse à l'intérieur de la mémoire. Quand on la trouve, on sort. Donc si on la trouve, ça veut dire que c'est OK. Et donc on voit bien que c'est pas lié à l'adresse, hein. Généralement, on cherche une adresse mémoire, mais là c'est pas le cas. Là, on cherche vraiment le contenu. Donc c'est à ça que ça va servir. Donc vous comprenez à peu près le L2 forwarding. Alors ce qu'il faut aussi quand même savoir, c'est que pour le CCNP, je vais effacer ça. Donc pour le CCNP, vous avez donc encore, je vais me baser sur le truc classique, hein, NRC. Zut. Alors NRC, qui est pour moi ce qui vient après. En fait, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est beaucoup plus facile d'étudier les deux plus ou moins en même temps, parce que ça, c'est l'aspect troubleshooting de ce qui a été vu là. Donc, il y a vraiment une logique très importante. Et si vous voulez, après, il y a le CCIE Lab. Hein. Ça, encore, sert de sélection pour le CCIE Lab ici. Donc quelque part, il faut bien comprendre que, je veux dire, à partir du moment où vous investissez dans la compréhension du matériel pédagogique du CCNP, vous avez quand même fait un grand pas de nos jours en 2024, hein, voilà, au moment où je fais cette vidéo, vous avez quand même fait un grand pas vers le CCIE Lab. Alors peut-être on va dire 25% quand même, pas dans les connaissances, hein, je ne parle pas dans la pratique, etc. Donc c'est quand même ça doit être normalement très tentant pour vous après de franchir le pas et d'aller vers le CCIE Lab. Normalement sur le Enterprise, je crois que c'est à peu près 5 heures. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir cette réflexion. À partir du moment où vous avez cette réflexion, ça veut dire il y a deux choses. Je vous dis ça parce que c'est le cours on est le premier jour, hein, c'est le cours d'introduction, donc
Sur le CCNP, ça va vous donner donc une expertise. Et vous devez profiter justement du CCNP pour acquérir cette expertise technique, c'est-à-dire les connaissances. Ça c'est vraiment important. Et qui pourront éventuellement vous servir après sur le lab, mais lab, mais aussi dans votre métier de tous les jours. Ou par exemple, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT ou des logiciels dits d'intelligence artificielle. Ça, c'est de plus en plus utilisé dans nos domaines. Mais pour être vraiment utilisé pleinement et que ça soit vraiment profitable, il vous faut cette expertise technique. C'est pas lui qui va pouvoir être expert à votre place. Lui, il va juste pouvoir vous accélérer. Donc c'est pour ça que quand vous en êtes au CCNP, peut-être contrairement à ce que traditionnellement c'est le CCNP, hein, je veux dire, quand j'ai passé le CCNP, puis je veux dire jusqu'à il y a à mon avis à peu près 5 ans, c'était quand même un examen de bachotage un peu dans la lignée du CCNA. Il y avait trois ou quatre examens, hein, il y avait le routing, il y avait le switching, il y avait le troubleshooting et puis peut-être la QoS ou bon je me rappelle plus, peut-être non, la QoS c'était quand j'ai passé le CCNP Collaboration. Mais voilà, vous aviez quand même pas mal de bachotage, etc. Mais là, par contre, vous avez la nécessité de développer une expertise technique qui va vous servir ensuite directement dans votre métier. Et le passage au CCIE se fera normalement, doit se faire normalement naturellement. Donc, c'est pour ça que l'aspect commutation, switching, je représente comme ça, en fait, est très important. C'est très très important parce que ce sont des choses dont vous n'entendez pas beaucoup parler. Évidemment, c'est propre à Cisco. Hein. C'est propre à Cisco parce que même si les mécanismes sont les mêmes chez les autres constructeurs, vous allez avoir des dénominations différentes, des façons de présenter les choses différentes. Donc ça va vraiment être quelque chose, voilà. Ce sont comment dire, des façons d'architecture du matériel qui sont propres en général aux constructeurs. Si vous allez chez d'autres constructeurs, évidemment, bien sûr, ça va vous servir. Mais ça, vous en avez vraiment besoin, par exemple, quand vous allez chercher dans la doc, hein, je veux dire, pour les bugs, par exemple, hein, c'est vraiment l'exemple typique, ou pour les release notes. Voilà, les release notes, ça aussi c'est important. Vous allez devoir vous intéresser aux aspects vraiment techniques, technologiques du routeur, du switch, du firewall. Vous avez vraiment besoin d'aller dans le hardware à un moment donné. Le CCNA, c'était un peu naviguer en hauteur, etc. Donc beaucoup de théorie de la configuration, mais vous n'alliez pas vraiment dans le hardware. Avec le CCNP, et donc le CCIE, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus dans le hardware, d'aller, voilà, vous avez plein de choses, vous avez sur un routeur, un switch, vous avez une carte mère, vous avez de la mémoire, vous avez éventuellement des DSP, c'est des outils qui permettent de faire du calcul de manière très rapide. Éventuellement aussi vous avez des modules mémoire qui peuvent avoir leur propre logiciel, leur propre driver avec des choses à mettre à jour. Donc tout ça, vous devez maîtriser ça sur les appareils que vous utilisez. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir bien cette connaissance à partir du moment où vous avez votre CCNP. Ok, donc ensuite, donc on va passer maintenant on va passer maintenant à la commutation de niveau 3. Donc, voilà. La commutation de niveau 3, je vais regarder que je suis toujours bien enregistré. Ouais, c'est bon.
Ok. Voilà. C'est bon. Alors, donc, la commutation de niveau 3, c'est la commutation des paquets IP. Donc, la commutation des paquets IP, en fait, elle travaille de manière différente. C'est-à-dire que je reprends un paquet IP, voilà, destination, source. Bon, c'est pas nécessairement dans l'ordre, encore une fois. Je prends la destination, donc l'adresse IP de destination, et à ce moment-là, je vais regarder dans la table. Et contrairement à ce qui se passait au niveau 2, là, je dois avoir ce qu'on appelle un match. Donc ça veut dire retrouver la valeur, mais c'est au mieux. Les Anglais diraient best match. Donc c'est typiquement le cas, par exemple, vous avez la destination hein, qui est 10.0.0.1 et puis là en fait dans la mémoire vous allez trouver 10.0.0.0 slash 24 et puis vous allez avoir 10.0.0.0 slash 8. Donc là on va rechercher dans la table. Évidemment, on ne va pas trouver l'adresse exacte. On pourrait l'avoir. Hein. On pourrait très bien avoir un moment dans la table 10.0.0.1 slash 32. Et ça le fait très bien. Ça veut dire qu'on a un match qui est juste. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc le best match, en fait, c'est ça. C'est le slash 24. Pourquoi? Parce qu'il est plus restrictif en fait jusque-là que slash 8 qui est restrictif jusque-là. Donc ça c'est ce qui se passe quand on a, un paquet IP. Alors le terme, donc c'est best match ou aussi vous avez partial match. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Évidemment, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que justement, vous avez cette opération de recherche de la meilleure adresse. Donc, ça demande plus de CPU. Et là, vous ne pouvez pas faire traiter ça par un ASIC. Disons, on va dire de manière systématique. C'est-à-dire que ça peut se révéler tellement complexe que en fait, on aimerait bien que ça soit traité par ASIC, mais des fois, on va être obligé de faire appel au CPU. Pourquoi on va être obligé de faire appel au CPU? Eh bien parce que là contrairement à la commutation de trame, la commutation de paquet, elle demande de la modification du paquet. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme modification du paquet? En fait, quand je dis modification du paquet, c'est modification de l'ensemble qui est transmis. Hein. Donc ça veut dire, en fait, ça se situe plutôt au niveau de la trame Ethernet qui supporte le paquet. Donc ça veut dire, vous allez devoir changer les adresses MAC, source et destination, le checksum, et puis aussi vous allez devoir changer, alors ça c'était le niveau 2, il y a quand même un changement au niveau 3, ça veut dire il va falloir faire -1 au time to live. Au time to live, voilà. Donc il va falloir faire -1 au time to live. Je vous renvoie, hein, je vous ai dit, hein, il faut vraiment
maîtriser les paquets, etc. Au niveau IP. Donc il faut revoir le cours du CCNA si c'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de revoir tout le cours CCNA, vous pouvez aller dans la playlist et puis prendre l'introduction par exemple à Ethernet ou l'introduction à IP pour réviser un peu toute cette partie-là. Alors, donc la ZIC permet dans une certaine mesure de faire ces opérations, mais quand ça devient trop complexe, il doit repasser la main au CPU. Maintenant, on avait vu que, alors ça c'est une mémoire, hein. Cette mémoire, en fait, elle a un nom un peu différent dans la partie commutation de niveau 3. C'est-à-dire que ça va toujours s'appeler la cam, mais on ajoute devant un terme ternary cam. Ternary cam. Donc la différence avec la cam, c'est que ça retourne 0 quand il ne trouve pas d'adresse, 1 ou X. Et ça, c'est indéterminé. Ça veut dire il arrive à renvoyer en fait trois types de résultats. Donc ça, on comprend bien pourquoi. Donc on va parler des routeurs et on va parler des routeurs sous l'angle de leur architecture. Donc en gros, l'architecture d'un routeur, ça va être quoi? Ça va être un contrôle plan. Bon, plan de contrôle, hein, ok. Voilà. Avec, on peut imaginer donc la table de routage. Et puis aussi la table ARP. C'est normal, hein, parce qu'il faut la table de routage pour s'occuper du niveau 3 de la couche OSI et la table ARP pour s'occuper du niveau 2 de la couche OSI. Ensuite, on va avoir un process qui va s'appeler IP input. Donc c'est typiquement hein, quand vous faites un show proc CPU sur un routeur, vous allez voir IP input, c'est lui qui va se charger en fait de récupérer les paquets qui vont apparaître sur l'interface et qui va envoyer les paquets sur l'interface de sortie. Donc ça c'est l'utilisation traditionnelle, hein. En fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'information ici dans la table du routage, il va chercher l'information dans la table ARP, il envoie en fonction de tout ça l'information vers la sortie et du paquet qu'il a pris en entrée. Donc ça s'appelle ingress interface et ça s'appelle egress interface. Alors vous noterez en fait ce qui change c'est surtout le E et là le IN, hein, IN et E. Voilà, ça sert à désigner en fait ce qui va rentrer dans le. Ça veut dire c'est une interface d'entrée en fait. C'est l'interface d'entrée et ça c'est une interface de sortie. Donc voilà comment est défini en fait le routeur. Et puis éventuellement vous pouvez avoir des choses, ça on aura l'occasion évidemment d'en reparler, hein, qui vont sortir directement, qui vont passer par exemple par les ASIC. Voilà, donc c'est pour vous parler en fait des différents types de routeurs. Donc vous avez le routeur, je vais plutôt commencer plus bas. Oui, d'ailleurs, puisqu'on en est avancé un peu sur le cours, je vous recommande aussi d'aller voir dans la playlist CCNA, vous avez une vidéo qui s'appelle Fiche, hein.
Je vous rappelle, c'est très important. J'aurais dû vous le dire tout à fait au départ, mais c'est pas grave, c'est le premier jour. Voilà, pour chaque jour, vous devez faire une fiche et rédiger ce que vous voyez sur l'écran. C'est très important pour votre mémorisation. Donc, voilà. Alors, les différents types de routeurs. Donc, vous avez software based, vous avez hardware based et vous avez hybride. Donc, les software based, c'est les séries, on va dire, anciennes. Voilà, tout ce qui est 2000 quelque chose. Généralement, donc, vous allez avoir le fonctionnement avec le CPU, moins avec la ZIC. Au niveau des plans qu'on a vu tout à l'heure, donc vous avez le contrôle plan et le data plan, et eux, ils vont être partagés. Shared. C'est le terme anglais que je vous dis. Au niveau des performances, ça va être lent. Je vous le mets en anglais pour que vous puissiez répondre. Et au niveau de la flexibilité, ça va être flexible. Donc on va dire, voilà, on va mettre 3+, voilà. C'est ce qui est le plus flexible. Ça veut dire, vous traitez la majorité des choses en mode CPU en fait. Et donc vous avez toute la liberté, toute la facilité de traitement offerte par un programme informatique. Au niveau du hardware base, donc là, c'est par exemple les ISR 9000, enfin cette famille-là. Donc là, vous avez en fait le CPU qui va s'occuper du plan de contrôle et la ZIC qui va s'occuper du plan data. Donc là, ils vont être séparés. Et le CPU, en fait, va traiter ce que la ZIC ne peut pas traiter. Donc ça va être, par exemple, on peut imaginer des ACL complexes. Voilà, je représente ACL complexes, ou ça peut être des traitements du style, voilà, de la QoS, voilà, des choses assez complexes pour lesquelles les ASIC en fait sont pas câblés. La ZIC, il a aucune flexibilité, c'est juste du matériel, c'est du câblage, ce sont des portes électroniques, donc il n'y a pas la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais par contre, c'est très efficace. Donc ça va être rapide. Et au niveau de la flexibilité, bah, c'est ce qu'il y a de moins flexible en fait. Au niveau hybride, alors là on sera plus sur du matériel du type ISR 1000, voilà, ce genre de choses là. Donc au niveau du CPU, il va s'occuper du contrôle, et puis pour la data, là par contre ça sera plutôt ce qu'on appelle NP, ça veut dire Network Processor. Donc en fait, bon, ça va être médium, hein, les performances. Et puis flexibilité, pareil, ça va être médium pour les deux. Donc voilà, vous avez une vision, c'est important, hein. C'est important, c'est pas du tout, je sais que c'est pas de la configuration, c'est pas du routage ou des trucs compliqués, mais vraiment il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous passez le CCNP, vous êtes quand même dans une démarche professionnelle. Et professionnelle, ça veut dire installer du matériel, maintenir du matériel, intervenir, planifier, architecturer du matériel. Donc
nécessairement vous allez être obligé à un moment donné de devoir vraiment aller dans le fond du fond, parce que est-ce que vous mettez pour tel type de flux des routeurs qui sont des routeurs hybrides, ou est-ce que vous préférez plutôt des routeurs basés sur le logiciel ou sur le matériel? Tout ça, ça va dépendre de votre application. Quel est le routeur le plus adapté? Et donc ça, vous devez justifier ces choix de cette manière-là, à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Alors maintenant, on va parler aussi de quelque chose de aussi important, hein, qui est là depuis longtemps, c'est le Cisco Express Forwarding. Il y a aussi une chose, là j'utilise un peu une tablette graphique, enfin c'est la même, mais disons qu'elle est un peu reconfigurée. Donc euh, si, si vous voyez des problèmes, si vous avez du mal à lire, s'il y a des choses qui vous gênent, il faut me le dire pour que je voie si je peux faire quelque chose. Donc on avait le process switching. Process switching, ça veut dire que ça, ça c'est le niveau 3, hein. Enfin c'est généralement le niveau 3, et c'est donc le processeur du routeur qui s'en occupait. Ça c'est vraiment le truc traditionnel, le process switching, ça existe depuis très longtemps. Donc vous avez ce fameux IP input process, hein, je vous rappelle, Shoproc CPU, qui va s'occuper de relayer les paquets. Je vous refais pas le schéma que je vous ai fait précédemment, hein, vous en rappelez. Et ça, donc, ça c'était avant ce qu'on appelle le fast switching. Donc, qu'est-ce que c'est que le fast switching? En fait, je vais refaire juste un petit schéma. Voilà. Ici, on a le IP input. Là, on a les interfaces. Et là, on a la ZIC. Donc, ce qui va se passer, c'est que le paquet, il va arriver là. Il va être traité, le premier paquet, il va être traité comme ça. Le IP input va aller rechercher ces informations dans le point de contrôle et le paquet va sortir. Ça, c'est le premier paquet. Mais le deuxième paquet, zut. Bon, je vais refaire le. Voilà. Donc là, vous avez le IP input. Ici, vous avez les deux interfaces. Ici, vous avez les ASIC. Et là, donc, premier paquet, il arrive. Il y a interrogation de la table de routage et puis de la table ARP. Et le paquet, ensuite, il est renvoyé vers la sortie et tout va bien. Le deuxième paquet, en fait, il va arriver là. Mais en fait, ce qui s'est passé entre temps, c'est que avec les informations que IP Input a récupérées là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renseigner la ZIC. Donc le prochain paquet qui va être identique, enfin source, destination, etc., machin, il va en fait passer par la ZIC grâce à la table qui va être embarquée dans le matériel. En fait, il va pouvoir faire directement un passage vers l'autre interface. Donc on comprend bien en fait. C'est la ZIC qui va prendre en charge la commutation du paquet et non plus le CPU. Donc le CPU, il va pouvoir être utilisé pour faire autre chose, hein. Par exemple, quand vous faites une connexion SSH, vous arrivez sur le CPU, sur la partie CPU. Quand vous faites des opérations plus complexes, genre syslog ou des choses comme ça, vous passez encore par le CPU. Mais quand vous faites juste le passage des données, eh bien à ce moment-là, vous allez passer par la ZIC, sauf pour le premier coup. C'est
C'est pour ça, par exemple, quand il y a des attaques en cybersécurité de DDoS qui arrivent ici, ben, les attaques en DDoS, c'est toujours un premier paquet, hein, parce qu'il n'y a pas de paquet suivant. Donc ça ouvre la session, et puis voilà, et donc ça fait travailler beaucoup le CPU. Donc ça fait partie des choses qui peuvent bloquer le routeur. Pour faire sa reconnaissance, en fait, ce qui est important, ce sont les adresses IP et puis les adresses MAC. Voilà. Et avec ça, bah, on peut faire une commutation fast switching. Je vais switching et fast. Voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà. Donc le safe, il est par défaut. Voilà. Et en fait, il va utiliser deux caches. Donc deux caches, ça veut dire en fait, c'est deux espaces dans lesquels il va stocker les informations. Donc il va avoir ce qu'on appelle RIB et puis FIB. En fait, ça correspond à la table de routage. Et ça va correspondre au contrôle plan. FIB, ça va correspondre au data plan. Forwarding information based. Based something. Donc, ça c'est le premier mécanisme. Vous en avez un deuxième. Ça va être, alors, adjacency table. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adjacency table? En fait, c'est là-dedans qu'on va mettre les informations de la table ARP. Donc, le safe, ça va être pour les hardware et software based router. Donc, pour le safe software, la forwarding information base et puis l'adjacency, ça j'ai vraiment du mal à le prononcer, table,
ça va être mis, je vais mettre ça sur le côté plutôt, ça va être mis dans la RAM du CPU. Ensuite, pour le safe hardware ou network processor, la FIB va être mise dans TCAM. Alors que la Jacency Table se comporte en mode standalone memory. Donc ça va être soit en ASIC, soit en network processor. La FIB, donc ça va être surtout des informations de niveau 3 et qui va comporter les destinations préfixes. Alors préfixe, c'est un terme qui désigne en fait le numéro de sous-réseau plus son masque. Et des patterns qui les englobent. Donc par exemple, si on parle du réseau 10.1.1.0/24, ça c'est un préfixe. C'est le préfixe du réseau 10.1.1.0/24. Mais vous avez un autre préfixe qui est possible pour atteindre le même réseau, ça va être celui-là, 10.1.0.0/16. On voit bien que ce réseau-là, il est compris dans celui-là. Pareil pour celui-là. Donc c'est ça la notion de préfixe en fait. C'est pas exactement, enfin, ça se comporte comme un sous-réseau, mais en fait, voilà, c'est un peu cette idée-là. Et le terme de préfixe, il est très important parce que il va être aussi très utilisé dans BGP. Enfin, il est utilisé à beaucoup d'endroits, mais particulièrement dans BGP. La FIB, donc, elle va comporter ça. Je ne vais pas changer de page. Donc, le préfixe, le next hop, ça veut dire le prochain routeur pour aller vers le préfixe, et l'interface par laquelle il faut sortir. Et puis vous allez aussi avoir l'adjacency table dans lequel vous allez avoir les interfaces Ethernet et les adresses MAC. Alors, pour reprendre un peu les explications, hein, là pour le coup je vais dessiner l'intérieur du routeur en grand. Donc on va avoir le contrôle plan, on va avoir le data plan,
Donc contrôle plan, hein, c'est là où il y a vraiment toute la partie, toutes les informations, disons de haut niveau, hein. Donc vous allez avoir la table de routage. Vous allez aussi avoir la table ARP. Et puis quand vous êtes donc en SEF, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, donc on a parlé de la FIB, et puis de la adjacency table. Et donc le routeur, lui, il doit construire ça en fait en mode safe. Donc c'est comme ça en fait que sont produites ces informations, et à ce moment-là, ça va permettre ici aux ASIC de pouvoir faire ce traitement sans faire appel à cette partie-là, au contrôle plan, tout ce qui est software et qui coûte très cher en fait en temps de performance. Ok, donc avec le CEF, on va pouvoir traiter, donc par exemple, alors il faut voir hein, quand même la QoS, les access lists, la NAT, aussi la sécurité, les tunnels greux, etc. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte par le CEF. Ce qui ne sera pas pris en compte, mais qui sera pris en compte par le CPU, bah, ça va être par exemple tout ce qui est vers le routeur. Ça, je l'ai déjà dit, mais vous allez avoir par exemple SSH ou Telnet. Vous allez avoir les access lists avec logging. Et puis bon, les choses qui peuvent pas être traitées, au niveau 2, quoi. Donc c'est tout ce qui est trop complexe. Il va y avoir par exemple les options dans l'entête IP. Voilà. C'est le genre de choses qui va nécessiter de faire l'appel au process. Et donc ça change pas mal de choses parce que en fait, en fait, ça va directement jouer sur le taux de CPU. Le taux de CPU, c'est quelque chose qui est fondamental quand vous voulez faire de la maintenance, enfin, du dépannage, du troubleshooting du réseau. C'est-à-dire que généralement, vous faites show proc CPU. Vous allez avoir, avec cette commande, en fait, la liste de tous les process, donc, dont IP input, hein, mais il y en a d'autres qu'il va falloir que vous en teniez compte. Donc pour chaque process, vous allez avoir le temps de CPU, le pourcentage de CPU attribué. Hein. Et donc plus vous allez avoir de choses qui vont passer ici, plus le taux de CPU va baisser. C'est normal, hein, puisque le taux de CPU, c'est le taux de CPU qui est là. Alors, c'est pour ça quand on vous dit, par exemple, si vous faites un debug, ne le faites pas en production sans prendre de précautions, parce que le debug, il est traité ici justement. Et s'il y a trop de trafic, en fait le trafic, il est obligé à ce moment-là d'être vu par le CPU, et donc tout le trafic va remonter vers le CPU pour pouvoir être débugué, hein, et ensuite pour pouvoir être affiché. Et toute cette procédure là est traitée par le CPU, c'est pas traité par l'ASIC, c'est pas possible. Donc
vous pouvez comme ça, en faisant un debug, planter la partie CPU du routeur et par extension planter le fonctionnement de tout le routeur. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut faire très attention quand vous faites un debug. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention au taux de CPU. Généralement, le taux de CPU, vous avez, si je me souviens bien, c'est sur 1 minute, 5 minutes, voilà. Et donc, et puis vous l'avez en instantané. Donc il faut regarder aussi, voilà, sur 5 minutes, à combien est le taux de CPU. Quand ça commence à monter au-dessus de 60-70%, ça commence à être dramatique. Enfin non, ça commence à être inquiétant. Quand ça monte au-dessus de 90, là, ça commence vraiment à être dramatique, c'est quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut aller investiguer. Mais dans ces cas-là, voilà, il va falloir aller investiguer dans les process. Donc, il va falloir une connaissance assez fine de l'architecture du routeur ou du switch, hein. Il faut bien voir que ça, c'est valable pour un routeur. Bon, c'est valable, je vous le décris principalement pour un routeur parce que voilà, c'est comme ça. Mais les switches, c'est aussi un peu le même principe, hein, de toute façon. Ce sont des ordinateurs qui se comportent de manière globale pareil. Et quand vous voyez sur des switches, eh ben justement, des taux de CPU comme ça qui grimpent, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème. Ça veut dire les paquets bouclent à l'intérieur, il y a des choses qui remontent au CPU, enfin c'est catastrophique. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Donc je vous dis, l'aspect commutation, c'est un aspect matériel qui est vraiment propre au chaque constructeur, qui est propre à chaque équipement, mais c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte et vraiment bien étudier. Bon, j'espère que cette journée, ce cours-là, ça aura été suffisant. Surtout, hein, c'est le premier sur le CCNP encore, donc franchement, si vous avez des remarques, des critiques à me formuler, si vous trouvez peut-être que j'aurais dû insister plus sur tel point, ou pas assez, ou trop sur tel autre, enfin voilà, ou qu'il y a des erreurs, ou qu'il y a des problèmes, faut pas hésiter, vous me les mettez en commentaire, et ça va me servir pour améliorer le cours, et pour, voilà, pour comme ça, faire quelque chose de bien sur la partie CCNP encore. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine.